Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, je te montre comment créer un composant de container qui sera utilisé partout dans l'application. Ensuite, on se servira de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour créer le composant de navigation de l'app. J'en profiterai pour t'expliquer correctement comment utiliser le composant Nextlink fourni par Next.js. On s'arrêtera pas là puisqu'en fin de vidéo, je te montrerai aussi comment créer une logique qui te permettra de styliser les liens actifs de la page consultée. Ok, donc le composant container, globalement, c'est un composant qui va nous permettre ici de pouvoir à chaque fois contenir nos éléments et les centrer dans la page. Donc en fait, il va finalement remplacer celui-là. Donc là, c'est bien d'en créer un composant puisque du coup, cet élément-là, en fait, il va être utilisé vraiment de partout. Donc on va se mettre au niveau des composants. On a vu qu'on avait déjà un composant de... de SEO. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans un dossier. Normalement j'ai par convention l'habitude de faire ça. Donc je vais remédier à ce problème là. Ici je vais prendre mon élément, je vais le mettre là, je vais le déplacer. Ok, je vais sauvegarder parce qu'ici on importait, donc le chemin a changé à ce niveau là. Donc on va rester là-dessus, on va se remettre dans les composants et cette fois-ci je vais plutôt aller chercher un composant donc que je vais appeler container. Donc container, ici à l'intérieur, je vais avoir également un fichier qui s'appellera donc container.tsx. Alors le container en lui-même c'est vraiment quelque chose de très basique ici. On va simplement donc créer notre interface comme d'habitude. Une interface props parce que du coup il va avoir quelques propriétés. Il va avoir déjà children parce qu'en fait ce qui va être passé en enfant en fait c'est du coup tous les éléments qui sont contenus par ce container en fait. Donc finalement c'est tout ce qui a à l'intérieur du nœud quoi. Donc ici forcément il va avoir un élément children qui sera obligatoire. Ensuite on peut lui passer, on le verra par la suite, mais ça ce genre de choses c'est quand même assez important de le mettre en place. C'est un class name, la possibilité pour nous de pouvoir définir depuis le composant lui-même que on veut une propriété légèrement différente pour agir sur quelque chose en particulier. On va voir qu'on va s'en servir en plus tout de suite. Par contre ce class name c'est vraiment du coup un paramètre optionnel, hein. Ici on peut le passer ou pas. Donc ici on aura un composant container qui sera égal à des paramètres qu'on vient de dévoiler. Donc ici ça sera children et class name. Ok. Tout ça sera donc en fonction de props. Et on va return notre élément. Donc notre élément sera ni plus ni moins ça, d'accord? Donc on va commencer à rentrer l'élément ici. Et donc à l'intérieur ici, on va avoir children. Children finalement c'est tout ce qui est passé en balise. Donc en gros si on le remplace cet élément là par notre composant, et du coup il va se fermer à ce niveau là et donc tout ce qu'il y aura en children, donc c'est à dire tout ça, va être compris dans le container. Ok, donc ici au niveau de la classe on va quand même apporter des modifications parce qu'on le sait, nous on va avoir la possibilité de rajouter des classes à la volée. Donc on va utiliser CLSX ici, et on le sait, on va pouvoir faire référence à class name dans cet élément là. Ok, ensuite on va avoir des valeurs en dur qu'on va pouvoir justement apporter ici. Donc typiquement par exemple à ce niveau là, alors j'ai vu qu'on avait un weight de 6XL, alors en réalité c'est plutôt 7XL qu'il va falloir par rapport à la maquette. Ici on va donc demander un max width de 7XL. Ici on va se mettre en weightful, donc on va prendre l'entièreté de ce maximum de width ici, et puis on viendra apporter après par la suite des adaptations en fonction du besoin. D'accord, ici on va avancer, on va évoluer avec celui-là, puis on le fera avancer. Donc weightful, max width 7XL, donc ça nous permet d'avoir une valeur de 1280 pixels au niveau du corps de la page, et un MX Auto qui va nous permettre de centrer cet élément dans la page. Donc ici tout ça on l'a vu pour l'instant. On va avoir un padding X de 5, on va faire un truc un peu général. À la limite ce qu'on peut déjà commencer à voir c'est la notion de responsive. Tu vois ici par exemple on va demander en LG par contre, à partir de LG,
d'accord, donc une taille d'écran un peu plus grande, 1024 je crois, on va lui demander un PX de 10, d'accord. Donc soit on est, regarde, on se met là, tu vois, le LG correspond à une classe média, d'accord, donc en minimum 2024. Donc dès lors qu'on a un écran qui va être soit 2024 ou supérieur, on va avoir en fait un padding X10 qui va être associé, donc un 40 pixels. Par contre, si on est en dessous d'un écran de 1024, bah là par contre on va passer sur un padding de 20, d'accord, c'est juste ce qu'on vient de faire, hein, d'accord. Ça c'est Tailwind, donc il faut voir aussi au niveau de la documentation, comme je te l'ai déjà dit, j'ai fait une formation là-dessus, où je traite vraiment tout le truc. Donc à ce niveau-là, on va prendre l'élément, tu vois, on voit que finalement, on va avoir besoin d'avoir le même, si tu veux, le même comportement. Donc nous, on a notre élément container, on va simplement cette fois-ci le remplacer ici. Et on va l'invoquer sans rien lui donner, en termes de classe par exemple. Donc là par contre, on va avoir une erreur, il faut juste fermer la balise pour remplacer la div qu'il y a là. Mais en gros, tu vois, on vient de remplacer cet élément-là, et ce container, on va pouvoir s'en servir en permanence dans notre projet. Donc tu vois qu'ici, on a exactement la même chose, on a juste remplacé le container. On a des valeurs légèrement plus grandes, ça se voit pas vraiment parce que c'était pas grand-chose, mais voilà. Donc ici, si je me rapproche du bord, je me rends compte qu'il n'y a pas de padding, donc nécessairement, c'est-à-dire que là, il y a un petit souci. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux lui mettre un background pour être sûr qu'on n'a pas un problème de fond là? Enfin de fond, pas de fond, mais ouais voilà, tu vois là je vois bien que j'ai un souci. Ici j'ai pas mon affichage. Je vais fermer ici, je vais relancer. npm run dev. Je sais pas si je travaille sur la bonne version en fait. Non, je suis sur l'application, je suis désolé. Je suis en train de travailler sur le mauvais... J'étais en ligne là, j'étais pas en local, je suis désolé. Donc ici, on se rend compte, ok, donc que là ça fonctionne. Bah, d'ailleurs, ce fond va nous être utile en fait, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un padding à ce niveau-là, d'accord, qui a été introduit. Donc à ce niveau-là, si je fais une petite... tac. Clippad, bon ça on verra par la suite. Donc ici, si je regarde à ce niveau-là, on voit bien que j'ai un comportement donc avec un max width de 7 pixels. J'ai mon padding qui était représenté ici en jaune plutôt. On voit bien que le padding voilà, va se mettre à ce niveau-là, et on voit bien qu'à partir du moment où clac, je vais passer en dessous de 1024 pixels, on le voit ici, bah mon padding va passer à 5. D'accord? Donc on a bien un bon fonctionnement du système. D'accord? Alors, maintenant, on le sait, on va avoir besoin d'introduire des choses un petit peu, disons, au compte-gouttes. C'est-à-dire que là, on a la possibilité d'ajouter une classe. D'ailleurs, on va le mettre plutôt en bas, celui-là. Ça prendra le dessus surtout. Ici, à ce niveau-là, on sait qu'on peut lui apporter quelque chose. Donc par exemple, ici, typiquement, notre div qui était là, en fait, elle prenait, donc je vais te remontrer. En fait, on voit, bah, je vais peut-être enlever le fond du coup. Commencer par faire ça. Je vais te montrer. Typiquement, tu vois, notre div à la base, en fait, elle avait un space Y qui nous permettait d'espacer, en fait, les éléments de typo de ce bloc-là, de celui-là. Or là, tout est collé, en fait. On a perdu cette notion-là. Et on avait aussi un padding Y qui nous permettait de nous centrer. Bah ça, typiquement, si tu veux, c'est pas le design system du container qui va te le proposer, parce que sinon, on va imposer à tous les containers d'avoir un padding sur le haut, etc. Donc plutôt que de gérer ça, nous, on va simplement lui transmettre des informations ici. Comme on a créé en fait une propriété class name, bah on a la possibilité de lui passer une chaîne de classes pour venir implémenter un petit peu les choses. Donc typiquement, si je lui dis space y5, je crois qu'on était sur du 5, et ben je vais pouvoir justement, voilà, espacer cet élément-là. On va faire un truc un peu plus flagrant pour que tu vois. Mais voilà, tu vois ici, il a espacé les éléments. Et du coup, ça nous permet en fait de pouvoir pousser l'optimisation de ce composant en lui transmettant des classes au compte-gouttes. Donc ça, c'est intéressant à faire. Par exemple, ici, on avait un PY de 10, il me semble. Je sais plus si c'était 20 ou 10. Non, 10, c'est suffisant. Voilà, ça nous permet d'avoir une meilleure mise en page à ce niveau-là. Ok, donc le class name va nous permettre de faire ça. Et là, on a terminé, si tu veux, avec notre composant. Il est maintenant prêt à être utilisé, sachant que comme on va utiliser le container à chaque fois, bah on sera capable typiquement de le faire, disons de le faire évoluer quoi. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à créer un composant de navigation. Donc
on va se mettre à ce niveau-là et on va créer du coup ouais, la navigation. Donc on va mettre navigation. Ok. Dans ce document-là, dans ce dossier-là, on crée un document navigation.tsx dans lequel on va justement pouvoir un petit peu mettre en place. Donc cette fois-ci c'est un composant, donc comme je te le disais au début de la formation, c'est un composant qui va comporter en fait des éléments de design system qui seront imbriqués les uns avec les autres. C'est ça qui créera un composant et ce composant pourra être réutilisé de partout dans le projet, dans des éléments de l'application. Donc ici pour commencer, on va créer donc une interface props. Alors je suis pas certain qu'il en ait, en tout cas à l'instant T, là c'est vraiment un composant, donc on va pas nécessairement lui transmettre d'informations tout de suite. On va juste associer des éléments à l'intérieur de celui-ci en fait. Ça sera un groupe de design system si tu préfères. Ici on va exporter la constante navigation. Donc on l'a vu ici, normalement c'est égal à des paramètres. On va déjà remplir si tu veux cette information là, mais on va pas nécessairement donner de propriété, on n'a pas forcément de choses à mettre ici. Donc à ce niveau-là, on continue notre fonction fléchée, on ouvre les accolades, et ici on a directement notre return. Donc à ce stade du composant, si tu veux, il n'y a aucune logique, hein, donc on va juste travailler dans le return comme ça. Donc on va regarder un petit peu comment se comporte notre composant. On sait que notre composant, si tu veux, il va être donc en haut de l'écran. Alors je vais peut-être fermer un petit peu des fenêtres. Ici on va se remettre dans Figma. Donc nous ce qu'on va coder c'est ça, hein, d'accord? Donc on sait que on a alors un élément, donc c'est notre composant qui va prendre l'entièreté de la page. On le voit en fait ici dans la maquette, enfin c'est mal fait, mais en fait on va faire en sorte que le composant ici soit aligné par exemple au container. Donc ici on va ravancer ça et ravancer cette partie là, mais par contre on le voit ici, on va avoir une bordure qui elle par contre va prendre toute qui va prendre tout l'environnement disponible, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle aille de bout en bout. Donc techniquement, il va falloir qu'on ait une div qui représente en fait toute cette partie-là, et à l'intérieur, on aura un container qui va venir contenir les éléments du corps du container, enfin du corps du composant. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ici, on va commencer par écrire en fait une div qui va obtenir donc une classe name. On va se mettre là, et ça sera en fait notre nœud de départ. Donc notre nœud de départ, finalement, ça sera un border 2 pour coller à la maquette avec un border gray ici 400 parce que c'est ce qu'on demande. D'accord? Alors par contre, c'est vrai que non, je fais n'importe quoi. Si je mets un border 2, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir du coup ici une bordure sur les quatre côtés. Or moi en fait je veux juste une bordure sur le bas, donc je vais juste simplement mettre ça. Donc c'est border bottom et de taille 2. Ici on peut le voir ici, c'est un border width de 2. Ici un border gray de 400. Donc moi j'ai ce nœud et je vais travailler à l'intérieur. Donc je vais déjà commencer par utiliser le container en fait qu'on vient de développer à l'instant. Donc ce container on le sait, il peut accepter une classe, donc on va se le mettre en secours ici. Et à l'intérieur il a besoin d'un child run de manière finalement obligatoire en fait. D'accord? Donc avant de rentrer dans les détails de ce qu'on fait dans ce container, on sait que de toute façon on va avoir deux éléments. Donc on va commencer à mettre nos deux éléments. On prend nos deux nœuds, ici, on les colle. Pourquoi deux nœuds? Parce qu'en fait, on retourne sur la maquette, ici on va avoir un élément qui sera à gauche, un élément qui sera à droite. Donc dans le premier élément, on va retrouver finalement tout ce qui va être logo et ensuite typographie. Donc on va prendre un logo, on va aller le chercher de cette manière. Ici, on a une information à lui transmettre, puisqu'en fait, c'est un logo de taille small. Hop. Donc, on va simplement l'informer comme ça. Ici, on va avoir également un nouveau nœud dans lequel on va retrouver finalement le texte. Donc, on va retrouver du texte, le nom de l'application, des choses comme ça. Alors, ici, exceptionnellement,
on n'utilisera pas notre design system qu'on a prévu ici, parce qu'en fait c'est le seul endroit de l'application où ce texte en fait est légèrement différent de tout ce qu'on peut avoir. C'est pas quelque chose qu'on a dans notre design system. Donc c'est celui-ci en fait, le coders monkey ici, ça va être un élément qu'on va nous créer en fait en dur exceptionnellement, parce que c'est pas quelque chose qui va se propager dans l'application. Donc ici on reprend les notions du texte à ce niveau-là. Donc ici je vais simplement lui rentrer un class name. Donc ici on va être sur une classe de texte gray. Donc c'est vraiment le gray principal. On va être sur un font qui sera un peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on sera plutôt sur du extra bold. Extra bold qui définit tu vois, un font wave de 800. Et puis du coup on va avoir un texte qui par contre aussi ici va avoir la particularité d'être en 24 pixels. Donc là je rappelle que c'est vraiment une utilisation ponctuelle hein, ici. C'est le seul texte qui va être défini comme ça en termes de taille parce qu'il a quelque chose de spécial, c'est le nom de l'application. À ce niveau là on peut indiquer coders monkey. Et puis ensuite on a un texte un petit peu plus bas, donc on le sait, on a un texte à ce niveau-là, donc on va utiliser typographie, donc notre fameux composant de design system ici, on va le fermer. À l'intérieur, on va prendre l'information qui a été transmise dans la maquette, c'est-à-dire ça. Hop. Donc ici, on va lui mettre en child run cet élément-là, et puis ensuite on va lui donner, tu vois, bah, typiquement une variation. Donc comment est-ce qu'on procède en fait? On se met là. On clique sur notre texte, et ici on voit que on est sur un caption 4 régular. D'accord? Donc nous on va simplement lui indiquer cette valeur-là. Ici. Tac. Donc la variante, hop, ici c'est caption. Caption 4 d'ailleurs. Ok, caption 4. Et puis ensuite, on peut lui donner un thème, puisque sinon par défaut il sera en noir, black, gray, white, etc. Donc ici on va lui demander plutôt un gray. Et le composant, donc la façon dont il va s'afficher, par défaut je crois qu'on avait configuré une div, il me semble. Nous ce qu'on veut c'est plutôt que ce soit une span à ce niveau-là. Voilà, on peut le configurer comme ça rapidement. Donc on va faire ça. On l'a dit tout à l'heure, on va avoir le logo, et ensuite on va avoir les deux éléments, donc le premier texte puis le deuxième texte. Donc déjà on sait tout de suite que cet élément là en fait doit être compris dans un nœud. On va devoir le comprendre dans un nœud. Voilà, s'il est comporté dans un nœud, du coup on va avoir juste un élément là et un élément là. Donc l'idée c'est de prendre déjà ce qu'on a et de voir un petit peu comment ça se goupille. Donc du coup ce qu'il faudrait faire dans notre index, bah, c'est tout simplement d'appeler ce composant de navigation ici, donc UI component navigation. Ok, on va le mettre à ce niveau là et on va voir un petit peu comment il se comporte. Donc voilà ce qu'on a. Là on est quand même relativement allé vite en fait dans l'exploitation du composant. Simplement il va falloir qu'on fasse un travail sur le style, hein, d'accord. Mais sinon tu vois ce genre de données là c'est allé assez vite à répercuter, tu vois, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de choses. Ça c'est intéressant. Donc nous ce qu'on va avoir besoin de faire finalement en fait c'est d'ajouter des flex, des gaps, etc. pour qu'on retrouve rapidement ce qu'on a en fait ici, hein, simplement. Ok, donc on retourne dans navigation. Donc on va regarder au niveau du premier nœud. Donc ici on va passer un class name. On va passer en flex, on va demander à ce que les éléments soient centrés dans le sens de la hauteur, donc item center, on va pas nécessairement justifier quoi que ce soit, et puis on va ajouter un gap qui sera équivalent dans Tailwind à 2,5, en fait qui correspond au gap qu'on a besoin d'avoir. Donc ça va être l'espace entre, je me suis trompé, je suis désolé, c'est pas ça du tout, c'est ici hein, le premier nœud, c'est lui qui va prendre le logo et le texte, donc c'est cet élément là. Grâce à lui, en fait, on va pouvoir faire ça. Donc à partir d'ici, on a notre élément gauche avec le logo et notre élément de droite. Notre élément de droite, on va vouloir aussi travailler un petit peu dessus. Donc on va prendre ici
on va lui donner une class name. Ici, on va le passer en flex, et cette fois-ci, on va utiliser plutôt flex call, parce qu'en fait, on va vouloir un flexbox, mais en colonne. Pour forcer en fait les éléments à être l'un sur l'autre, de manière à pouvoir, si tu veux, avoir ce résultat-là ici, sans trop de marge. Alors, typiquement, on voit ici que, par exemple, tu vois, notre logo, finalement, c'est lui qui va être l'élément le plus gros de notre... de notre navigation. Tu vois, on le voit sur la maquette, c'est l'élément qui va être le plus haut, hein, ici, par rapport au bouton, d'accord? C'est vraiment celui-là qui va conditionner. Donc c'est lui qui conditionne la hauteur de notre navigation. Et on le voit dans la maquette, on a un petit besoin, comme ça, d'avoir ici, tu vois, un petit peu de marge sur le haut, d'accord? Ici, par exemple, 6 pixels. Donc on va faire ça, on va se remettre au niveau de notre code déjà et on va définir ça sur la classe en fait du container, celle qui va comprendre finalement le contenu global. C'est à elle qu'on va indiquer en fait une petite valeur pour essayer de se détacher en fait du haut. Donc ici on va tout simplement demander, tu vois, par exemple un padding Y de je fais une virgule, de 1,5. 1,5 on le voit ici en fait qui correspond à 6 pixels, d'accord? Du coup dans notre projet ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste masquer ça pour travailler en fait sur ce nœud en particulier. Donc ici on va avoir le même cas de figure en fait, hein. On va avoir un nœud dans lequel on va demander à ce que tous les éléments qui sont à l'intérieur soient de toute façon en flex et soient alignés les uns des autres, donc item center, avec un petit gap de 7 qui nous permet de nous rapprocher finalement de la valeur qui est demandée dans la maquette pour espacer les choses. Donc on va avoir une nouvelle façon d'utiliser typographie, puisque du coup notre composant il peut être utilisé de manière un petit peu différente, il a été fait dans ce sens-là. Donc on va l'invoquer, typographie, tu vois, typiquement, je vais le fermer comme ça. Et donc, à l'intérieur, on va avoir des propriétés à renseigner. Donc on va déjà informer ce qui est demandé par la maquette, variante égale, caption 3. Donc tu vois, tu le vois, c'est facile à utiliser à ce niveau-là. Le component, ça sera un component de type div par exemple. On pourrait faire un UL, un li, on pourrait vraiment faire d'autres choses. Enfin, quoique non, parce qu'on l'a pas défini ici, mais on pourrait le définir et le demander. Et puis ensuite, on va avoir ce composant-là à qui on a la possibilité de transmettre un class name. Ça va être pour justement travailler sur le contenu des informations. Donc on a plusieurs choix. Soit on fait ça. Donc ici, je vais reprendre... Voilà, soit on fait ça, en gros, et on a nos trois éléments, donc avec le gap, c'est pas grap, c'est gap, avec le gap ici, on aura la possibilité d'avoir des éléments qui seront centrés, d'accord, donc on le voit, ici ils sont, tu vois, espacés et sur la même ligne, donc on a la possibilité en fait de faire ça. Peut-être avant d'aller là-dessus, je vais me rendre dans mon container, et je vais déjà faire en sorte que l'élément de gauche soit à gauche et l'élément de droite soit à droite, comme ça on travaille correctement. Donc je vais me rendre du coup sur le container, donc c'est là où on voit que la classe qu'on a créée a toute son utilité à ce niveau-là. Donc on va définir ici un flex avec, pareil, on va demander à ce que tous les éléments soient centrés sur la hauteur. Par contre cette fois-ci on va utiliser un justify content between qui va nous permettre de mettre un élément à gauche et l'autre élément à droite. Donc ce nœud à gauche, ce nœud tout à droite en fonction du contenu qui est disponible. Voilà, on va juste faire ça comme ça. Ce qu'on peut prévoir aussi c'est un petit gap entre les deux si les éléments se touchent, etc. Donc comme ça on a un gap de toute façon entre les deux, c'est-à-dire un espace ici, typiquement ici, un espace à ce niveau-là, qui correspond du coup à 28 pixels. Donc on ne verra pas, mais qui sera là si les éléments se touchent. Donc voilà, ça nous permet, tu vois, d'avoir un alignement sur la droite, un alignement sur la gauche, et si basiquement je fais ça, tu vois, on voit qu'on a un gap entre les deux en fait, tu vois, les éléments ne peuvent pas se toucher en fait, ils ont forcément un gap ici. Alors c'est pas responsive ce qu'on fait ici, mais t'as compris l'idée générale du projet. Donc ici on a nos éléments qui vont être des liens par la suite. Moi ce que je voulais te montrer c'est qu'on a différentes possibilités. Soit on fait comme ça, d'accord? Soit on fait comme ça. Par exemple typiquement, on met un élément ici à l'intérieur, et donc ici on met nos trois éléments, d'accord? On n'est pas obligé de faire ça en fait, hein. T'es pas obligé d'invoquer typographie. Typographie en fait c'est un style, faut bien comprendre ça, c'est que c'est un style et un composant que tu vas donner. Et en plus, il a un class name, donc tu vas pouvoir lui donner une particularité. Donc si tu prends ça, tu fais un petit CTRL S, et ben tu te retrouves avec la même chose. Donc si par exemple, on définit ici que c'est plutôt du texte lead, par exemple, changer d'air un peu, on voit bien que
le composant, il associe la propriété de timing, en fait, le thème, d'accord? Toute la thématique qui a été transmise à ce niveau-là, tu vois, on sait que par exemple, on a une notion de thème pour faire référence plutôt à des couleurs, par exemple, couleurs qui sont proposées ici, on va sélectionner Primary. Ici, tu as la possibilité d'affecter tout le monde, d'accord? T'es pas obligé d'utiliser composant par composant, c'est pas chaque texte va utiliser typographie, hein, d'accord? Ça te montre un petit peu son utilisation de manière un peu plus poussée. Je vais faire un petit CTRL Z ici pour revenir à un truc un peu plus sympa. Voilà, le seul problème qu'on a finalement, c'est qu'on a perdu la notion en fait qu'on avait invoquée à ce niveau-là, au niveau des items. Mais c'est parce que c'est normal, c'est parce qu'en fait ça va être justement pour différencier, dissocier les boutons ici des liens. Mais nous, ce qu'on peut faire ici, comme le typographie, il accepte une classe, bah, c'est qu'on lui renseigne tout simplement cette valeur-là. Donc en renseignant cette valeur-là également ici, on va également apporter la précision du flex et du gap sur nos liens. Ok? Donc ici, c'est vraiment simple à mettre en place. On voit que c'est toujours aussi rapide. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment génial. À ce niveau-là, donc on l'a dit, on va avoir le composant de typographie qui va contenir les liens de nos applications. On fera des liens par la suite, hein, c'est pas le sujet du moment. Et là, ici, on va créer une div. Donc pareil, hein, on peut lui mettre une classe. Ça, on met toujours des classes en général. Si plus tu vas chercher la perfection et plus tu classes les choses, plus tu les imbriques en fait. Faut prendre cette habitude-là. Donc ici, bah, typiquement, on va avoir un nœud donc qui va se comporter de la même manière en fait. C'est-à-dire qu'il va avoir un flex avec un item center puisqu'on a deux boutons. Il va falloir les aligner ces boutons. C'est juste qu'on va avoir un gap ici qui sera différent en fait du gap qu'on a introduit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 7. Ici, on va plutôt utiliser 2 parce qu'on le voit dans la maquette. Il y a un padding, donc un gap qui est important ici à chaque fois. Par contre, il n'y a pas un padding important entre les deux boutons ici. Il y a un petit padding. C'est ce qu'on vient de faire ici tout simplement. À ce niveau-là, bah, du coup, on va invoquer des buttons. Donc comment on fait? Bah, on importe nos boutons qu'on a designés au préalable. Donc tu vois que voilà, c'est vraiment cool. Size égale small, parce qu'ici on travaille sur du small. Là, je me réfère juste à la maquette. Hein. C'est juste que je passe pas le temps de te montrer à chaque fois parce que sinon on perd un temps fou. Mais ici, voilà. On a notre bouton de connexion, on peut faire un CTRL-C, CTRL-V, et du coup, cette même information ici, on va la traiter avec un nouveau thème. Donc ici, ça sera rejoindre, et on va avoir un thème qui sera plutôt secondary. Donc il nous suffit simplement de venir ici sélectionner variante, secondary, et on a directement, en fait, un projet qui est valable. D'accord, pardon, j'ai touché le micro là. Du coup, on a des boutons. On a des boutons qui fonctionnent. Alors ici, évidemment, on l'a déjà dit, il n'y a pas d'action qui est associée à ça, à ce niveau-là. Mais le bouton est fonctionnel, on n'a pas de problème. D'accord? Donc on voit qu'on a créé en fait un composant de navigation ultra rapidement grâce à notre design system. Finalement, la seule chose qu'on a dû faire, qu'on a dû créer en fait au compte-gouttes, finalement, c'est que des notions de centrage d'éléments. On utilise des flexbox, des colonnes pour essayer de faire varier les informations. On utilise des gaps pour les espacer. Là, faut cacher tes yeux parce que finalement, ça, c'est vraiment une chose unique qu'on a fait vraiment de manière arbitraire dans le projet. Mais c'est vraiment, je te rassure, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va injecter de partout. Nous, on va utiliser la typographie, nos composants, etc. Donc, à part ça, on n'a fait que faire de la flexbox, du centrage. On a rajouté des classes au bon moment, aux bons endroits, pour avoir en fait une imbrication de données les unes avec les autres, pour avoir un container qui est contenu à ce niveau-là, une bordure qui passe là-bas, un peu de padding ici, cet élément qui va être à gauche, cet élément à droite, cet élément avec un petit espace, cet élément centré. Voilà, on a fait juste ça, mais le corps du projet, le style du truc, il a été généré avec le design system, et ça, c'est vraiment génial. Ok, on va se faire un petit peu, on va se détendre un petit peu, puisqu'on a vraiment vu énormément de choses, du coup, dans cette première partie de la formation. Avant d'attaquer la page d'accueil, ce que je te propose, c'est de voir un petit peu comment fonctionnent les routes dans une application Next, donc avoir la possibilité, en fait, de créer tout simplement plusieurs pages, avec des liens entre elles, etc. Donc c'est ce qu'on va voir ici maintenant. Ici, on va arrêter le serveur, on va clear cette petite partie, et on va se rendre dans nos pages. Donc dans la page,
on va créer une page qu'on va appeler, pour la bonne forme, je te rassure ici, c'est pas une page qui va avoir une utilité dans l'application, c'est juste pour garder notre travail et l'isoler quelque part. On va avoir une page qui va s'appeler Design System. Ici, ça sera une page en TSX. Alors, sois vigilant sur la façon dont tu écris le nom de ta page, parce que c'est typiquement l'URL qui va être retransmis. Donc ta page sera accessible à partir de index design system. Si par exemple tu crées une page dans un dossier article de blog et qu'à l'intérieur tu écris une page avec le nom de ton article, eh ben tu vas avoir un URL qui sera constitué de la racine, article de blog et le nom de ton ton article. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici nous en fait on est à la racine et on se met à ce niveau-là. Donc le nom est important ici pour avoir pour avoir un URL qui corresponde à ce qu'on recherche. Donc nous on va se faire en fait une nouvelle page avec un URL qui s'appellera Design System. Ok? Donc là on va regarder un petit peu, on va exporter, donc on va créer notre nouvelle page, on va exporter par default, cette fois-ci c'est une page, donc ça sera, on peut utiliser aussi la syntaxe de la fonction. Export default function, ici on l'appelle design system cette page. Alors c'est pas, du coup ce sera pas là ici par contre c'est pas le nom de la page, hein. C'est le nom du composant qui va être utilisé en tant que page de la fonction quoi. Donc ici on a créé notre fonction design system. La nécessité de cette fonction c'est de return quelque chose, d'accord? Donc elle va return un élément de code, d'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va être capable de prendre tout ce qu'on a fait au niveau, tu vois, ici, tu vois, parce qu'on a les boutons, on a la typographie, ça c'est le contenu en fait de notre page qui est à ce niveau-là. On a la navigation qui est déjà disponible dans notre composant, donc on va pouvoir injecter directement, parce que ici, je te rappelle qu'on est dans la page d'accueil, donc en fait, on est en train de reproduire exactement la même chose. Hein. Et on a le SEO. Donc on va prendre par exemple toutes ces informations, on va prendre le contenu de cette page, et on va le basculer dans Design System, on va le copier en fait, d'accord? Donc on va le venir ici, on va se mettre dans le return, et on va copier. Ici, on va appuyer sur CTRL-S, on peut pas, de toute façon ça sert à rien, puisqu'on a plein d'erreurs, mais on va essayer de voir un petit peu quels sont les types d'erreurs. En fait, les erreurs qu'il va y avoir, parce qu'ici il n'y a pas de logique, il n'y a pas de variable, les seules erreurs qu'il va y avoir, c'est qu'on n'a pas importé toutes les informations ici de l'application. Et là, c'est là où je te montre vraiment un truc hyper pratique. Donc déjà, la notion de l'importation dynamique va nous permettre de faire ce genre de choses facilement. Mais ici, on a la possibilité, par exemple, de cliquer sur Action de la source et de mettre, par exemple, Ajouter toutes les importations manquantes. Ce qui va faire que le code, en fait, le VS Code, pardon, va te faire toutes les importations dont tu as besoin ici pour travailler. Alors, pourquoi on a une erreur aussi flagrante? C'est parce qu'en fait, on est dans un return et qu'ici, on a plusieurs nœuds. On a le SEO, le navigation et ensuite, on a le nœud de container. Et ça, c'est interdit. Dans un return, tu dois avoir qu'un seul et unique nœud. Donc c'est pour ça que j'utilise ce formatage, c'est parce que ce formatage en fait va permettre à React de comprendre qu'ici on est dans un seul nœud. En revanche, il ne va pas par contre créer une div, d'accord? Une div qui ne sert à rien, d'accord? Il va pas la créer. Ok, donc du coup on voit que les importations se sont mis correctement. Je regarde vite fait, ici on a les composants, ici le design system. Et ici, donc tu vois, on voit qu'il a de toute façon automatiquement, si tu veux, rangé les importations correctement. Si par exemple je prends du composant et tout, je le mets en plein milieu du design system, tu vois, si je fais ça, ou c'est un petit peu tout mélangé, si je lui fais action de la source, je peux aussi lui dire d'organiser les importations, ou de les trier par exemple dans l'ordre alphabétique, des choses comme ça. Donc tu vois ici, tu peux organiser, tu vois, pour retrouver finalement tous les composants, ici, les design systems, et par exemple les icônes. Alors moi ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est de donner des informations comme ça, tu vois. Je fais comme ça. T'es pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est plus propre en fait, la façon de s'organiser. De ce fait, en fait, à chaque fois que tu vas organiser ta page, lui il va les mettre aux bons endroits de toute façon. Donc si tu crées par exemple un nouveau design system, genre un peu plus bas, et lui il va l'organiser en te le mettant au bon endroit. Il va le regrouper en fait.
Voilà, de cette manière, tu peux te retrouver avec des pages ou des composants qui sont un peu plus propres. Hein. C'est important de trier ces importations, puisque du coup, tu vas avoir des éléments de composants, des éléments de design system, tu vas avoir des icônes, tu peux avoir des choses qui proviennent de l'API, tu peux avoir des hooks, tu peux avoir des utilitaires, des librairies, et en fait, bah, plus t'es propre et plus t'es précis, de toute façon, plus ton code il est beau et plus, moins t'as l'air d'un junior, hein, tout simplement. Donc si tu fais ce genre de choses, tu prends le temps de faire ce genre de choses, tu marques forcément des points, c'est inévitable. Donc on voit qu'ici on a créé une page, c'était vraiment rapide. On va exécuter npm run build à ce niveau-là, et on va voir comment ça se passe au niveau de notre fichier out pour voir un petit peu comment est-ce qu'il a pris en compte le fait qu'on avait une nouvelle page dans notre application, d'accord? Export successful, bon bah là il va nous faire un déploiement, mais c'est parce qu'on a géré la commande comme ça, mais nous on peut déjà commencer à regarder ce qui se passe. Effectivement, on a un élément de design system ici. Je vais juste faire un CTRL S pour avoir un formatage de cette page, sinon c'est la dèche. Voilà, on a un formatage de cette page et donc en fait il nous montre en fait le contenu. Donc là ici on a tout le contenu de la page, donc évidemment on a beaucoup de contenu en plus à la volée avec les boutons, les typographies, mais on voit le code HTML hein, qui a été généré. Donc on a une page statique qui existe avec un titre, alors du coup qu'il faudrait changer, une description, etc. Donc on voit bien dans notre projet qu'on a créé une nouvelle page. Du coup, si je me rends, déjà on va changer ça, puisqu'ici ça sera le nom, ça sera plutôt la page de design system. Design system, bon on s'en fout de la description, on n'est pas là pour ça. Ici je vais faire un npm run dev, et on va essayer de voir un petit peu, bah du coup, comment est-ce qu'on peut accéder à cette page. Donc, on va se rendre sur localhost. Donc ici, on est sur la page d'accueil, donc on voit le design system, parce que du coup on l'a pas supprimé. Bah, ce qu'on peut faire, c'est déjà supprimer la notion du design system, puisqu'elle a été migrée. On va garder par contre le SEO et la navigation, puisque du coup on en a besoin dans la page d'accueil. Ici on a, voilà, ce composant là. Et si on veut se rendre sur la page de design system, on a juste à faire ça. Et là on est sur la page design system du site. Du coup, à partir de maintenant, on va pouvoir faire des liens entre les pages pour pouvoir accéder. Donc, typiquement par exemple, si je remplace au niveau du menu de navigation ici, si je remplace par exemple le premier projet par design system, et ben ça me permet comme ça d'avoir la possibilité en tout cas d'avoir un accès vers cette page là. Ok, donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut naviguer, comment est-ce qu'on peut créer un lien de navigation. On verra qu'on va utiliser un composant disponible et qui est proposé par Next.js, donc on va l'utiliser. On va utiliser un composant qui s'appelle link. On se rend dans la documentation. Donc le composant de NextLink, toujours pareil, tu as des exemples, tu as des choses, il s'utilise de cette manière en fait. Tu utilises un link avec une valeur href et tu lui passes ton lien de manière relative, donc par rapport à l'index. Et là il va te créer un lien. Donc pourquoi utiliser ça? On va le voir tout de suite, hein. On va le voir tout de suite. Ici si je me mets là, je vais remplacer en fait ma span à ce niveau-là, plutôt par du coup le link qui provient de NextLink. Ici, fais toujours attention à ce que tu importes, parce que parfois, tu peux importer link de quelque chose d'autre, et sans faire attention, et en fait, tu as une autre importation, et le comportement est plus le même, et des fois, ça peut poser des troubles. Vérifie juste ce que tu es en train d'importer, parfois, c'est toujours important. Donc, on va utiliser le link ici, à ce niveau-là, donc on l'a importé là-haut. Là, il va me dire qu'il me manque quelque chose. En fait, href, d'accord, il me dit que href n'est pas déclaré parce que c'est une valeur obligatoire. Si tu fais un lien, il faut lui donner une valeur. Par contre, tu n'es pas nécessairement obligé de lui donner quelque chose. Nous, on va lui donner un chemin vers design system qui est ni plus ni moins que notre page. Et on va voir comment il se comporte. Alors, ici, maintenant, j'ai la possibilité, tu vois, j'ai plus une span, j'ai un lien cliquable. Donc là, je suis déjà dans Design System, donc je vais juste revenir dans la page d'accueil, et puis je vais cliquer sur Design System. Boum, je vais passer sur ma page. Par contre, tu as vu qu'il n'y avait eu aucun chargement, d'accord, entre les deux. Si je le refais, ici, tu vas regarder plutôt par là ce qui se passe. Si j'appuie, voilà, on est changé, on est passé à Design System, mais il n'y a pas eu de chargement de l'application. Donc si, typiquement, je fais exactement la même chose, hop, mais avec un lien, cette fois-ci, un lien basique, hein, c'est-à-dire un ahref, d'accord? Ben, le comportement sera le même dans le sens où je vais pouvoir aller sur ma page, c'est un lien. Cette fois-ci, d'accord? Je vais le faire comme ça. Cette fois-ci, boum, là j'ai mon application qui s'est rechargée. Donc typiquement, ça c'est le genre de truc qu'il faut surtout pas faire dans des applications React. Je pense que tu as l'habitude, mais je préfère quand même le préciser.
utiliser des liens A dans un projet comme ça, c'est casse-gueule parce que en général, ton application, elle fait des appels API pour savoir si t'es authentifié, elle fait plein de trucs, donc il y a une demande de ressources qui est forte au chargement de l'application. On fait en sorte de l'optimiser, de la réduire à son maximum, mais il y a quand même une demande. Et puis parfois, tu as des états persistants qu'on va essayer de conserver dans notre application. Par exemple, si tu as fait quelque chose avant, on va essayer de garder ça en mémoire parce que on va éviter de te reproposer les choses ou de refaire des appels API si t'as pas fait des changements ou des choses comme ça. Et ben le problème, c'est que si tu utilises des liens de A comme ça, et ben en fait tu casses toute cette dynamique et potentiellement tu risques de créer des problématiques. Donc du coup, tu as ton application qui va être rechargée et qui va du coup perdre en fait sa mémoire et qui va refaire des appels, etc. Donc on essaye d'éviter ça, surtout si tu le fais à chaque fois que tu fais un lien. Donc la possibilité d'utiliser Link de Next.js, c'est justement à ça que ça va te servir. Ok, donc nous on va se rendre au niveau de notre composant de navigation, donc celui qu'on a créé ici à ce niveau-là. On a un élément à ce niveau-là qui va comprendre en fait le logo, d'accord, le logo et le texte. On va simplement ici l'embarquer dans ce fameux composant link. On va lui donner un href qui sera égal en fait à la racine de l'application ici, et on va l'englober simplement, ce truc-là. On va l'englober ici. Ça va nous permettre comme ça d'avoir un lien vers la page d'accueil sur tout cet élément-là, d'accord? Du coup, si je clique ici, j'arrive sur la page d'accueil. Si je clique ici, j'arrive sur le design system. Donc tu vois déjà, ça nous crée une navigation. Là, j'ai un petit problème. On a l'impression que le design saute, mais c'est normal. C'est parce qu'ici, j'ai du contenu. Donc j'ai la scroll bar ici. Et là, je la perds. Donc forcément, le contenu bouge puisqu'il est en MX Auto, mais c'est pas un problème de style ici. Ok, donc j'ai ça qui est mis en place. On va avoir du coup la possibilité d'avoir plusieurs types de pages. Donc nous on aura projet, formation et contact. On peut, je sais pas si on peut se mettre ça pour l'instant, c'est juste qu'on n'a pas les pages, on n'a rien, on n'a pas les URL, mais on peut déjà le prévoir. Donc si on a projet, ici on a dit qu'on avait formation, on va le mettre en place. Ça nous permettra de voir quelque chose, formation et contact. Alors je vais peut-être mettre des majuscules quand même. Formation et contact. Donc ici, on va remplacer, comme on l'avait fait, hein, on va remplacer les spans à ce niveau-là par notre composant link. On fait exactement la même chose avec la fin ici. Alors, je vais refaire comme ça. Et ici, on ferme notre balise. Donc ici, on va avoir les projets. C'est juste que voilà, on ne sait pas en place, on ne sait pas comment ça va s'appeler, comment ça va être contenu, mais ici c'est pas grave, on va le faire comme ça pour l'instant. L'idée c'est de voir un petit peu ce qui se passe si le lien est cassé. Donc contact, par exemple ici. Donc on va se rendre dans l'application et là on va essayer de cliquer sur Design System, tout va bien. Ici on va cliquer sur Projet et là par contre on va avoir une erreur. On va avoir une erreur 404. Donc la page 404, on l'a vu tout à l'heure, je sais pas si ça t'a parlé. Quand on était dans Out, on a vu qu'on avait une page 404. En fait, la page 404, c'est une page par défaut qui est ajoutée au niveau de Next. Donc, étant donné que nous, on n'a pas travaillé sur un corps de 404, du coup, on n'a pas venu surcharger cet élément-là, il faut savoir qu'il y a déjà un élément qui a été prévu. Donc, nous, dans notre application, on aura une page, on va pas la faire maintenant, mais on aura une page de 404 ici qu'on va pouvoir étudier. Donc, on viendra surcharger, en fait, le template qui est proposé à la base par Next.js et on viendra créer notre propre page 404 avec la navigation et le footer. D'accord? Donc on voit que on a déjà, si tu veux, une armature de navigation qui est proposée. C'est vraiment simple et rapide. Ici, on a simplement à utiliser la balise link. Alors, dans notre cas de figure à nous, et là c'est assez personnel finalement, c'est qu'à ce niveau-là, ici, tu vois, si je me rends sur ces liens, à ce niveau-là, link, en fait, de Next.js est pas capable, entre guillemets, de m'informer que là, quand je clique ici, je suis bien sur la page de Design System. Du coup, moi, au niveau du style, par exemple, j'aimerais bien que mon application détecte que là, je suis dans Design System et que du coup, je veux avoir un style un peu plus élégant, montrer à l'utilisateur qu'on se trouve bien dans Design System, parce qu'ici, c'est un petit peu compliqué, si tu veux, de s'en rendre compte. Donc, en gros, je voudrais que, par exemple, ce texte-là soit un peu plus gras, par exemple, et avec une couleur primary pour vraiment indiquer qu'ici, on se retrouve dans cette page-là. Donc nous, on va le créer de toutes pièces, ce composant, donc ça va être très rapide, hein. On va utiliser des choses
pour pouvoir écouter ce qui se passe. Donc en fait, plutôt que d'utiliser notre composant link tout le temps, on va créer, nous, un composant qu'on va appeler nous-mêmes, on va l'appeler ActiveLink. Et en fait, c'est un composant ActiveLink qui va utiliser link lui aussi, mais notre composant, il va avoir une petite logique supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va écouter la page, il va écouter où il se trouve, et il va essayer d'étudier, et si c'est le cas, il va nous dire, bah oui, là, tu te retrouves sur la bonne page. Et de ce fait, on va pouvoir justement customiser le texte qui est passé en child run. D'accord? Donc on va faire ça. Ce qui va se passer, c'est que on va se faire donc un nouveau composant. On peut fermer un petit peu des choses ici. On va se faire un nouveau composant. Donc ici dans les components, on a la navigation. Ici, on a la navbar en fait. Bah, à l'intérieur, on va créer justement notre notre petit composant qu'on va appeler ActiveLink. Donc on se positionne dans navigation. Ici, on crée un nouveau document qu'on appellera ActiveLink.tsx. Ce composant-là va avoir une interface props, disons classique, c'est-à-dire qu'ici on va pas avoir grand-chose à passer en propriété, si ce n'est qu'un href, puisqu'on va utiliser finalement link à l'intérieur. Donc forcément on va avoir besoin du href, et puis on va avoir un child run, puisque du coup on aura le texte du lien qui va être capturé en fonction. Donc ici toujours React, et on est sur React Node. Ok, pour ça, on crée notre composant. Donc notre composant, il s'appellera ActiveLink. Il aura des propriétés qui seront href, href, child run. Tout ça fait référence à l'interface props. Fonction fléchée, et à l'intérieur, on va avoir notre return. On va retourner quelque chose. Ce qu'on va retourner, bah, typiquement, c'est justement l'utilisation de link qui fera référence à gref, à href, ici. Du coup, href, ça sera ni plus ni moins que la valeur qui va être passée en propriété. Ce link possède la possibilité d'utiliser un class name, donc on ne va pas s'en priver du tout. Class name, donc on va faire comme ça, on va déjà commencer à prévoir CLSX parce qu'on va l'utiliser. On va se mettre à ce niveau-là. Et puis on va fermer notre balise, puis on va justement afficher child run dans notre élément, puisque du coup le texte sera affiché du coup ici. Alors là je me rends compte qu'il n'a pas importé, donc soit je peux faire comme ça, soit je peux faire ce que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'importer tout ce qui n'est pas importé. Voilà. Donc finalement, là ici, on a un comportement qui est genre complètement équivalent à ce qu'on avait avant, d'accord? Vraiment la même chose. Donc si je prends par exemple mon design system et que plutôt que d'appeler link de nextLink, si j'appelle ActiveLink de RemoteMonkey, bah ça marche aussi, d'accord? Donc ici on va prendre ActiveLink, on va juste fermer la balise correctement. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'application, mais grosso modo, en fait, on n'a rien changé, d'accord? T'es d'accord avec moi ici? On a juste créé un composant dans le composant, d'accord? On l'a juste englobé dans un composant qui nous appartient à nous. Okay. Ce composant-là de ActiveLink, bah justement, il va nous permettre en fait de faire une recherche, d'accord? Il va simplement nous aider à faire quelque chose. On va lui donner une logique, d'accord? Et cette logique-là va nous permettre de travailler. Donc, ici, on a ce qu'on appelle dans Next.js en fait un hook qui s'appelle NextRouter. Donc ici, on va regarder comment ça marche. NextRouter. NextRouter qui te permet en fait d'avoir accès à des informations, si tu préfères, de la route. Donc ici, c'est un hook ici, donc tu l'importes comme ça. Tu le déclares comme ça, donc tu utilises useRouter que tu passes dans router, et cette valeur router, bah, tu vas pouvoir l'écouter. Et tu vas pouvoir la loguer pour voir un petit peu ce qu'elle comporte. D'accord? Donc pour nous, c'est assez rapide à mettre en place. On l'importe. On indique ici, que constante router, on pourrait l'appeler comme on veut, hein, je rappelle ici. Hein. Ça par contre, non. Là ici, par contre, il faut que tu l'appelles comme ça. D'accord? Donc ici, on a une
une fonction en fait routeur qui va être lancée, qui va être exécutée, et du coup cette fonction là en fait on la signe à une constante, à une valeur qui s'appelle routeur. Et nous c'est ce qu'on va console logger, d'accord? On va juste faire un console O de routeur. Ok? On va sauvegarder, on va se rendre dans l'application, on va ouvrir notre console et regarder ce qui peut se passer à ce niveau-là. Là j'ai un truc qui doit venir avec un SVG, je corrigerai plus tard. Hein. Pas important d'ailleurs, je vais l'enlever parce que c'est troublant pour rien. Ici, on a logué donc notre routeur. On est dans la page, ici on log le routeur, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Bah déjà on a des informations sur le path en fait, d'où on vient. On vient, tu vois, de Design System. Enfin, on est dans Design System. On a des valeurs qui nous intéressent pas trop pour l'instant. On a des notions ici qu'on pourra utiliser, on le verra tout au long de l'application. On peut aller beaucoup plus loin, mais on a notamment par exemple ici le nom du path ici. Le path ici c'est Design System. Et ici par exemple on a la route, d'accord? Donc on a, tu vois, le Design System il ressort 3 fois, donc on a plusieurs façons de le travailler. Nous on va aller récupérer en fait le path name. Et en fait c'est facile, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là on a deux choses. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, tiens. Hop. Je vais fermer ça et je vais revenir dans le code. Ici il faut savoir qu'on a deux choses, c'est que déjà on a routeur, d'accord, donc on l'a vu, hein, routeur, oh, dommage, je l'ai effacé comme un bête. Ok, ici on a routeur et on a vu qu'on a pathname, donc c'est un objet, un routeur. Donc ici si je fais un routeur.pathname, ça veut dire que je vais avoir le nom exact du chemin sur lequel on se trouve quand on est sur ActiveLink, d'accord, quand il est utilisé. Et j'ai une deuxième information, mais là c'est moi qui la transmets, c'est le href. Console log href, ici, c'est le lien que on m'a demandé d'afficher dans ce composant là. Donc si je fais un console ici, je me rends bien compte que j'ai le routeur ici qui s'appelle Design System, je me mets comme ça, j'ai le routeur qui s'appelle Design System, donc je suis sur la page Design System, et la page qu'on me demande d'afficher, bah, c'est bien Design System. Donc là ici le composant je l'utilise qu'une fois. Donc si je me mets par exemple à l'utiliser à chaque fois, c'est-à-dire qu'ici je le remplace vraiment de partout. On va faire comme ça, hein, ce sera plus simple. Oula. Si je le remplace de partout, ce calcul il va le faire 4 fois. D'accord? Donc je vais venir ici, et il va me dire, par exemple ici tu vois, le routeur c'est Design System. Par contre, le lien que tu as demandé, c'était contact. Ici, la route, c'est Design System, mais le href, c'est formation. Et en fait, il n'y en a qu'un qui va comprendre la bonne information. C'est le routeur, ici, c'est Design System, et ce que tu m'as demandé, c'est Design System. Donc, c'est lui, en fait. Il n'y a que lui qui va répondre vrai à est-ce que ça, c'est égal à ça. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler, justement, pour donner un style à tout ça. Ok, donc on retourne dans ActiveLink, grâce un petit peu à ce qu'on vient d'évaluer. On va créer, en fait, on va utiliser Memo de React, qui te permet en fait de mémoriser. C'est un petit peu comme un useEffect, on le verra plus tard dans la formation, encore une fois, on va pas rentrer trop dans le détail ici, mais on va utiliser Memo. Ça va nous permettre, c'est un hook de React, hein, natif, qui va nous permettre en fait de sauvegarder une information, de la mémoriser pour éviter à avoir à refaire ce calcul tout le temps en fait. C'est-à-dire que tant que les informations ici n'ont pas changé, donc typiquement le pathname ou le href, on va demander à l'application de ne surtout pas refaire ce calcul parce que ça ne sert à rien. D'accord? Donc comme un useEffect, il va y avoir un tableau d'effets dans lequel on va pouvoir agir. Donc on va l'utiliser tout de suite. Import. Pas grave, si t'es pas à l'aise avec ce genre de choses. De toute façon, si tu es à l'aise, tant mieux. Si tu l'es pas, tu vas l'apprendre. Donc ici, from, hop. Ici, from, et donc on vient de React. D'accord? UseMemo, c'est quelque chose qui provient de React. Ok? C'est un hooks, ok, natif. Donc ici, on va, maintenant qu'on a avancé sur ça, on va justement donc créer en fait une constante qu'on va appeler isActive. Comme isLoading, on va utiliser une question, est-ce que c'est actif ou pas? Et là, on va juste utiliser la syntaxe de useMemo qui en fait est assez proche de useEffect, je trouve. Donc useMemo, ici, on va ouvrir une parenthèse. À l'intérieur ici, on va avoir du coup une fonction fléchée dans laquelle on va du coup ouvrir nos accolades. Et puis juste ici, on va ajouter un tableau de dépendance, c'est justement ce tableau qui va nous permettre de travailler, c'est-à-dire qu'ici, en fait, tu vas avoir un routeur, pathname,
Donc router pathname, finalement, c'est cette information-là. Et tu vas aussi mettre à l'intérieur href. Et en fait, ces informations que tu mets dans ton tableau d'éléments ici, eh ben, si ces informations, l'une ou l'autre, changent, dans ce cas-là, useMemo va se réactiver. Et du coup, isActive va reprendre une nouvelle information. Mais tant que ça n'a pas changé, on ne fait rien. Et c'est ça qui va nous permettre de travailler correctement, proprement, d'optimiser les performances de l'application, c'est ce genre de choses. Ici, donc, cette fonction va return quelque chose. D'accord? Elle va return, en fait, router, ici, .pathname. En gros, on cherche à avoir un booléen, hein, si tu dis isActive, oui ou non. Donc, on va dire, tu vas retourner, la valeur de router.pathname est égale à href. Donc, en gros, il va nous dire, est-ce que router.pathname est égal à href, oui ou non? Et lui, il va return oui ou non. D'accord? Et donc, isActive, c'est un booléen qui aura pour valeur oui ou non. En gros, si tu fais ça, tu peux le typer. Ok? Ça permet à tout le monde de savoir que c'est un booléen, même si ça paraît extrêmement logique en ce sens. Mais par exemple, typiquement, si tu fais un calcul derrière, et c'est ce qu'on va faire, tu peux avoir besoin, par exemple, de le typer pour éviter qu'il y ait des erreurs. Ici, c'est pas trop le cas, mais on va utiliser isActive dans notre condition de style, et on va simplement dire si c'est actif, en fait, bah tu me fais ça. Bah, par exemple, ici, on dira que c'est un texte primary, tu vois. On va faire un texte primary. On pourrait, je sais pas, moi, passer même en fonte un peu, mettre soit medium, voire plus, mais on va déjà voir comme ça. Donc là, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On fait notre calcul ici, on dit si route.pathname est égal à href, bah, tu renvoies true ou false, et là ici on dit bah, si c'est actif, tu mets cette classe, sinon tu fais rien, simplement. On se rend ici et on voit bien que le style a été défini, donc si maintenant je me rends dans CodersMonkey, donc dans la page d'accueil de l'application, bah, on n'est plus sur une classe active. Aucune de ces pages n'est active puisque personne ne correspond au path. Si par exemple je reviens ici, on voit bien qu'il a mémorisé l'information, on voit bien qu'ici je suis dans Design System, effectivement, donc il me l'affiche. Ok, donc on a vu comment c'était possible et comment c'était facile de créer un lien. Je voudrais juste apporter une toute petite contribution à notre fichier en fait global CSS. Parce que ici en fait on le voit, on n'a pas de style qui est apporté au lien à ce niveau là, et ça c'est un peu gênant, d'accord? Donc on va apporter déjà cette information là, donc on va demander au fichier CSS, donc là on est vraiment sur du global, on va pas trop se prendre la tête, c'est vraiment du global ici. On va sélectionner tous les liens, on va leur demander d'être sur un hover et on pourra faire quelque chose. Donc ici par exemple en temps normal t'aurais dû faire ça, en CSS t'aurais dû faire un truc comme ça, tu vois, color égale red. On va regarder, effectivement, color égale red, on a un hover sur un lien, donc si tu mets d'autres liens, tu auras un hover rouge. Le truc c'est maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser par exemple dans notre fichier CSS, c'est là que c'est important pour toi de le comprendre, comment c'est possible d'utiliser Tailwind dans un fichier CSS, puisque du coup nous ici on a besoin par exemple de définir primary, tu vois. Imagine que je fais ça par exemple, text primary. Text primary c'est pas du CSS, attention, text primary c'est une classe. C'est une classe qui va être compilée derrière par Tailwind et qui va nous faire un style CSS. Donc là typiquement c'est pas possible. Donc en CSS, normalement tu utilises ce qu'on appelle SCSS du coup, et la possibilité de mettre des variables. Donc typiquement de faire des fichiers qui ont des valeurs de couleurs associé à des variables et t'importes tes variables, etc. Nous, avec Tailwind, ultra simple, surtout qu'en plus, on l'a déjà configuré dans le design system en Tailwind config ici, je te rappelle, donc ce serait vraiment embêtant d'avoir à refaire de la configuration, étant donné qu'on a déjà une config. Donc Tailwind a tout prévu pour ça, il suffit simplement que tu apportes la classe apply, donc ici, tu appliques, en fait, dans apply, tu vas pouvoir, avec ce code-là, tu vas pouvoir injecter n'importe quoi. Typiquement ici, par exemple, si je fais un texte primary, cette fois-ci, il va appliquer la classe. Donc là, on a déjà accès aux classes. Alors là, je précise qu'ici, on peut aller plus loin. Hein. On n'est pas obligé d'en mettre une. On peut mettre des séries comme ça. Texte 5XL, tu vois, par exemple. On peut y aller comme ça, d'accord? Du coup, on va obtenir, en fait... bon, truc un peu chelou du coup, mais t'as capté le principe. D'accord? Nous aussi, on va simplement rester sur over. Du coup, on affecte tous les titres, tous les liens, pardon, et on les affecte avec une couleur primaire de notre projet. De cette manière, le jour où la config du projet change, tu vois, ici, si tu passes, le primary sur... bon, j'ai pas de couleur en tête, là, de code couleur, mais bon, si tu le passes sur un vert, bah, y a tout qui passe en vert.
Bah tiens, si, on pourrait faire ça. Si tu le passes comme ça, t'as tout qui passe comme ça, d'accord? Tout ton primary est passé, également ton CSS, d'accord? Donc du coup, tu te bases vraiment tout le temps sur la même origine. Donc ça, c'est intéressant. Ok, je vais juste apporter une dernière petite contribution. Voilà, ici rien de sorcier, c'est qu'en fait, si tu veux, je trouve que c'est toujours un peu saccadé les notions de hover comme ça, tu vois, même sur le bouton ici, on voit que c'est vraiment très franc. J'aime pas ce genre de comportement, j'aime bien quand il y a une petite transition. Donc pour ça, je vais créer directement en amont une classe qui va s'appeler animate. Ouh là là, je me suis trompé, animate ici. Voilà, animate. Donc cette classe animate, je vais aussi également impacter les liens, et donc les liens qui seront en hover. Donc l'idée ici, c'est simplement d'affecter les liens et les overs sur les liens, mais également tout ce qui va être compris dans une classe animate que moi je crée. D'accord? Donc je l'appelle comme ça. Et dans cette classe-là, je vais juste aller copier ce code, c'est vraiment quelque chose que je mets tout le temps. Donc du coup, nous, on va juste se focus sur ça. L'idée, c'est de faire en fait une transition, donc on peut régler comme ça la hauteur, la vitesse, etc., le type d'animation. Et à ce niveau-là, ça, c'est la même chose. C'est juste pour communiquer avec d'autres styles de browser. C'est cross-browser, en fait, c'est pour que chaque navigateur ait la bonne information et soit capable de l'interpréter. Donc je vais appuyer sur CTRL S, donc ici je vais regarder comment ça se passe. Effectivement, voilà, j'ai une petite transition de ma couleur, je trouve ça moins franc, je trouve ça plus propre. Moi ça me va mieux ce genre de choses. Par contre, j'ai pas ce truc là, je l'ai pas sur mon bouton. C'est normal, c'est parce que le bouton c'est pas un A, donc il accède pas à ça. Le seul élément qui y accède c'est animate et on l'a pas forcément indiqué dans le bouton. Donc on va retourner dans notre élément de design system, on peut refermer un petit peu des choses ici. Dans nos éléments de système, on a les boutons, et dans notre bouton, on a une classe, tu vois, on a un bouton général, et on a une classe. Donc, tu vois, on a déjà une classe relative, donc nous, on va juste le mettre là, animate. Donc en fait, on affecte le bouton avec la classe animate. Du coup, la classe animate, en fait, elle nous donne juste la possibilité d'avoir cette transition, donc on n'a rien besoin de changer, mais on a déjà une transition à peu près propre pour faire ce truc-là. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!